Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Conversations de Bordeaux INP. Ce mois-ci, nous avons rencontré François Rivet, enseignant-chercheur et directeur des relations internationales à l'ENSERMAT-MECA Bordeaux INP, pour échanger avec lui sur le déploiement de la 5G en France et les perspectives de la 6G. Dans cet épisode, il aborde notamment ses travaux de recherche sur le sujet et nous apporte son regard d'expert sur les grandes questions qui accompagnent ce déploiement en France. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans les conversations de Bordeaux INP. Nous sommes aujourd'hui avec François Rivet, enseignant-chercheur et directeur des relations internationales à l'ENSERMAT-MECA. Est-ce que vous pouvez dans un premier temps vous présenter en quelques mots et votre parcours ? Bonjour Valérie. En effet, je suis maître de conférence à Bordeaux INP depuis 10 ans et je suis chercheur au laboratoire IMS. Alors mon parcours est assez simple, il est très bordelais. Je suis arrivé à Bordeaux le 1er septembre 2000, place de la Victoire, je m'en souviens encore, où j'ai fait ma classe préparatoire, puis l'école d'ingénieurs qui est l'ENSERMAT-MECA, de laquelle je suis sorti diplômé en 2005, et j'ai poursuivi par une thèse pendant 4 ans au laboratoire IMS sous la direction de Yann Deval. C'est là où j'ai découvert vraiment l'électronique analogique, les circuits intégrés, et c'est ce qui m'a donné le goût pour la recherche. Alors entre-temps, c'est-à-dire entre 2009 et 2010, j'ai eu le temps de créer une entreprise avec mes collègues et aussi trouver ce que je dirais le goût de l'international, qui s'est traduit au début de ma carrière par un petit sabbatique en Australie. Et c'est pourquoi, en 2015, j'ai eu le plaisir d'animer le service des relations internationales comme directeur. Voilà, j'espère que ça vous donne un petit peu ma carte d'identité et que nous pouvons parler maintenant de ce que sera la 5G. Très bien, merci. Alors aujourd'hui, on vous retrouve pour aborder un sujet qui est le déploiement de la 5G en France et l'horizon de la 6G. On va commencer avec une question peut-être assez basique, mais qu'est-ce que la 5G ? La 5G, c'est ni plus ni moins qu'un standard de télécommunication. C'est comme la 4G. C'est-à-dire que c'est la définition de règles pour que nos téléphones portables ou les objets puissent communiquer entre eux. D'accord. Et alors, quelle est la différence entre la 4G justement et la 5G ? Alors 4G, 5G, c'est une évolution. Alors évolution en termes de débit, on va multiplier par 10, par 100, voire par 1000 les capacités de nos réseaux de communication. C'est vraiment cette différence qui marque le saut d'une génération à l'autre. Après, ça se décline sous plein de spécificités techniques. Par exemple, des puces qui consomment moins, des fréquences qui sont différentes, un réseau qui fonctionne différemment. C'est vraiment ça qui se passe entre la 4G et la 5G. D'accord, merci pour cette précision. On parle en ce moment beaucoup, c'est dans l'actualité, du déploiement de la 5G en France. Qu'est-ce que l'on peut en attendre ? Alors le déploiement de la 5G, j'allais dire que c'est comme le déploiement de la 4G. Qui se souvient du déploiement de la 4G ? C'était il y a 5 ans, voire même plus. Ça nous paraît une éternité. La 5G, c'est marquant parce que on nous vend du rêve, j'allais dire, des ruptures technologiques. Alors un déploiement, ça se passe dans le temps. Fin 2020, les nouvelles fréquences vont être ouvertes pour rendre le petit logo 5G disponible sur nos téléphones portables. D'accord. Par contre, il faudra plusieurs années pour que le réseau soit déployé sur tout le territoire national et qu'il atteigne sa pleine capacité. C'est-à-dire que nos téléphones fonctionnent 10 à 100 fois plus rapidement. Et ça, c'est tout à fait normal. Pour la 4G, on a vu que le réseau a pris aussi plusieurs années, typiquement 5 ans, pour que l'on ait la 4G pour tous et partout. Oui, et partout, c'est ce que j'allais dire au niveau du territoire. C'est vrai que le déploiement prend du coup forcément du temps. Je voulais vous parler dans un article du Sud-Ouest, parce que vous évoquiez en début d'interview votre activité de recherche, et on a retrouvé un article de Sud-Ouest qui date de novembre 2014, où on présentait déjà vos travaux sur le sujet, sur la 5G, et je voulais aborder avec vous, savoir comment Bordeaux, l'IMS et vos travaux de recherche ont pu participer à écrire en quelque sorte l'histoire de la 5G en France. Alors, quand on parle d'écrire l'histoire de la 5G, on va dire que le mot 5G n'existait pas au début.
il y a 15 ans, lors des travaux de thèse que j'ai initiés avec Yann Deval, on a imaginé un circuit qui pouvait recevoir des signaux sur une très large bande de fréquences. C'est-à-dire qu'on venait multiplier le potentiel d'un circuit qui était dans un téléphone portable. Donc on remonte à 2005 où on a conceptualisé ce circuit et on a fait le premier démonstrateur. Quand on fait un démonstrateur, on va le publier scientifiquement, on va aller partager cela au niveau international avec des scientifiques et on voit s'il y a un intérêt qui est suscité par nos collègues scientifiques et par les industriels qui vont ensuite transférer ce concept vers l'industrie. Et c'est pour cela que d'une idée scientifique, on va en retrouver un produit qui sera grand public dans les téléphones portables ou tous les réseaux de communication. Donc c'est ce que j'ai fait avec mon collègue Yann Deval. En partant de 2005, en faisant le premier prototype qui a fonctionné, je m'en souviens très bien, le 11 novembre 2008, un matin, puisque je ne pouvais pas attendre le 12 novembre, bien que ça soit férié, je voulais absolument faire marcher mon circuit. On a donc pu échanger et on a vu qu'il y a eu un réel intérêt pour ce concept que nous avions proposé. Et de là, plein de discussions sont engagées avec des collègues américains, des entreprises chinoises, et je la nommerai, c'est Huawei, qui nous a permis d'aller dès 2014 au centre de recherche de Huawei en Chine, à Chengdu. Et c'est là la première fois que le mot 5G a été prononcé par nos collègues chinois. Donc nos collègues nous ont partagé ce que la Chine envisageait comme futur réseau de communication, et ils sont leaders incontestés actuellement. Et ils ont dit que la puce qu'on avait imaginée à Bordeaux répondait parfaitement à leurs besoins pour ce réseau 5G. Donc de là est né encore de nouvelles réflexions, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut utiliser ce concept pour nous aussi avancer sur ce standard 5G, mais j'irai en restant en France, et quand je dis la France, c'est l'Europe, avec nos partenaires européens, et je le nomme, c'est STMicroelectronics qui est le leader mondial technologique pour la fabrication de circuits intégrés, et imaginer comment nous aussi on pouvait répondre de façon européenne à ces concepts 5G. Je voulais revenir aussi, on en a parlé en début d'interview quand vous vous êtes présenté, vous êtes donc enseignant-chercheur et directeur des relations internationales à l'INSERM Matmeka. Et j'aurais aimé savoir quel est le regard des ingénieurs de demain justement sur ces avancées technologiques. Alors dans un premier temps, je dois dire que nos élèves sont un petit peu surpris de voir que leurs professeurs ont une activité de recherche. Quand ils nous voient dans le journal, justement, ça les questionne de voir que l'enseignant en électronique est aussi quelqu'un qui imagine l'électronique de demain. Et ils deviennent tout de suite extrêmement curieux, enthousiastes, je dirais, et beaucoup de questions émergent. Alors, les questions sont rarement techniques. Elles sont plutôt sur l'usage de la technologie que l'on développe et comment on arrive à avoir des idées comme cela, comment est-ce qu'on arrive à avoir un impact sur la communauté internationale. Eux, ce qu'ils voient, et je trouve que c'est encourageant, ils sont plus confiants dans l'émergence de nouvelles technologies, de repousser les limites. Ils sont déjà dans un monde qui est fortement numérique, je dirais même voire virtuel, plus que les anciennes générations. Et je ne me place pas dans les anciennes générations, mais plutôt dans la génération Internet, celle qui a vraiment basculé du monde analogique au monde numérique. Ils sont tout de suite réceptifs, voire même posent des questions qui sont au-delà de la 5G, je dirais 6G, 7G, au-delà, quelles pourraient être les perspectives à long terme de l'évolution des technologies. Donc, je dirais que les ingénieurs de demain sont nos élèves et qu'ils sont prêts à utiliser la technologie que l'on crée aujourd'hui. C'est peut-être, en tout cas sur le sujet de la 5G, quelque chose que l'on ne retrouve pas auprès du grand public, et c'est justement une question que je voulais aborder avec vous. En préparant cette interview, j'ai fait une recherche pour voir quelles interrogations remontaient vis-à-vis de la 5G. Et la troisième requête qui ressort, c'est « Est-ce que la 5G est dangereuse ?» Numérama avait d'ailleurs condensé dans un article au mois de septembre 2020, donc c'est quand même assez récent, les grandes affirmations et inquiétudes qui peuvent exister à propos de la 5G. Je vous propose de vous en lire rapidement quelques-unes avant de répondre à cette fameuse question « La 5G est-elle dangereuse ?» Donc parmi ces affirmations, nous avons « La 5G menace la neutralité du net »,« La 5G va nous obliger à changer de téléphone »,« La 5G menace les prévisions météo »,
La 5G va entraîner une augmentation du prix des forfaits téléphones. La 5G va renforcer les inégalités de territoire et on pourrait en citer encore plein d'autres qu'on voit régulièrement passer dans l'actualité, surtout cette année. Et donc, je vous pose la question, la 5G est-elle dangereuse ? La réponse est simple, non. Je pense qu'il faut apporter une réponse simple à cette question. La 5G n'est pas dangereuse. Je peux expliquer aussi simplement pourquoi. Alors la 5G, c'est comme la 4G. C'est un réseau de communication sans fil. Dès qu'on parle de communication sans fil, on parle d'ondes, donc de choses invisibles que l'on ne peut pas voir. Et c'est là où le grand public, non expert, c'est tout à fait normal, a peur de ce qu'il ne voit pas. Et quand on n'arrive pas à voir les choses, on a du mal à les comprendre. Donc tout ce qui émerge comme crainte de la 5G, à mon avis, est né de cette invisibilité des ondes. Alors on voit souvent des théories du complot qui sont associées à ça, et je pense qu'on peut démystifier complètement tout ce qui est dit sur les réseaux. Réseau d'ailleurs qui sera forcément constitué de la 5G. Donc c'est un petit peu paradoxal. Alors je ne vais pas aller sur le débat de la santé puisque ce n'est pas du tout mon domaine, mais je peux très simplement dire que les ondes qui sont émises ou reçues par les circuits sont forcément normées par un organisme international et déclinées en national par des experts vraiment certifiés par l'agence de santé qui met des normes, et ces normes sont tout à fait similaires aux standards qui existaient avant, la 4G, la 3G, voire même encore plus draconiennes pour la 5G. Et il faut savoir que le réseau, quand il sera en pleine exploitation, sera, je dirais, rayonnant en termes d'ondes ou impactant à 10 à 100 fois inférieur aux normes qui sont prescrites. Donc, on est vraiment protégé au niveau de nos organismes de gestion publique et aussi par le fonctionnement de ces circuits. Qui plus est, la 5G est un réseau qui sera directif. C'est-à-dire qu'on ne va pas arroser tout le monde d'ondes, mais on va simplement s'orienter vers l'utilisateur, ce qui va réduire encore plus l'exposition aux ondes de chacun. Alors il faut savoir, et ça vient tout juste d'être annoncé par la France, que les contrôles d'ondes électromagnétiques vont être multipliés en 2021 pour rassurer le grand public. Et je peux vous dire en avant-première que cette question nous intéresse aussi à l'ENSERM Atmeca, et on va créer une météo des ondes 5G ici à l'école lors d'un projet étudiant où tous les jours, vous aurez vos prévisions météo avec le bilan de la météo de la veille sur quelle a été l'exposition de chacun aux ondes 5G. Et c'est un projet 100% étudiant que l'on aura contrôlé, il n'y aura pas de composants extérieurs. Donc j'invite toute personne curieuse de voir si ce que nous mesurons est vrai à venir nous rejoindre et on pourra expliquer que nous contrôlons exactement toute la chaîne d'acquisition des informations pour vous dire si vous êtes exposé ou non à la 5G. Alors à cela, polémique sur la dangerosité, bien sûr, on associe tout ce qui peut être le plus problématique actuellement, le coronavirus, le contrôle du gouvernement, la sécurité. Et c'est pour ça que les questions que vous venez de soulever sur la 5G, la neutralité du net, tout est mélangé. Et je peux répondre très simplement à chacune de ces questions. Est-ce que la 5G menace la neutralité du net ? Non. Internet est dissocié de ce qu'est la 5G. La 5G est le support technologique pour communiquer, mais n'est pas le contenu. Est-ce que la 5G va nous obliger à changer de téléphone ? La réponse est oui. On va changer de fréquence, donc on doit avoir l'électronique associée qui convient. Est-ce que la 5G menace les prévisions météo ? Oui et non. Oui, car les fréquences utilisées pour faire les prévisions météo sont très proches des fréquences de la 5G. Et non, car tout cela est bien réfléchi pour que les interférences soient limitées. Est-ce que la 5G va entraîner une augmentation du prix des forfaits téléphoniques ? Non. Ce sont les opérateurs téléphoniques qui fixent les prix et nous sommes dans une économie capitaliste et croyez-moi que le forfait le moins cher va gagner. À cause de la 5G, il sera plus facile de nous espionner. La réponse est non. Dès que l'on a un téléphone portable, on peut être espionné. Donc on est déjà espionné. Dès que nous sommes connectés, nous pouvons être espionnés.
La 5G va renforcer les inégalités de territoire. Oui et non. Oui, car ce sont les villes qui vont bénéficier en priorité de la 5G. Non, car il faudra un temps assez long, 5 à 10 ans, pour que tout le territoire soit couvert. C'est ce qui arrive actuellement pour la 4G, où il reste quelques zones blanches. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les affirmations. En tout cas, merci d'avoir apporté votre regard d'expert sur ces questions-là, car effectivement, comme vous le disiez au début, l'arrivée de la 5G, de cette chose inconnue, soulève beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de curiosité et de questions. Mais alors, est-ce qu'on pourrait présenter les avantages peut-être de la 5G et quels seront-ils pour les particuliers ? Les avantages de la 5G sont nombreux. Quand on multiplie le trafic par 10 ou par 100, c'est un potentiel. Et ce potentiel, je dirais que toute la société va s'en emparer. Alors tout d'abord, il faut savoir que la 5G va garantir une qualité de communication meilleure. C'est-à-dire qu'on aura une fiabilité de notre réseau et en plus un temps de latence réduit. Actuellement, si je dois parler en chiffres un peu techniques, la 4G c'est un temps de latence de 100 millisecondes. Ce qui peut paraître très court pour nous, humains, mais très long pour l'électronique. En effet, la 5G va se rapprocher de 10 millisecondes. Et 10 millisecondes, c'est ce qu'on appelle le temps réel humain. C'est le temps qu'une information soit traitée par notre cerveau. Et d'un bout à l'autre de la planète, une information va transiter en moins de 10 millisecondes, c'est-à-dire qu'on pourra interagir virtuellement avec quelque chose à distance. Alors ce quelque chose, par exemple, ça pourrait être un ballon. Si je veux saisir un ballon entre mes mains, il faut que l'image que je perçois du ballon et l'action de mes mains soient inférieures à 10 millisecondes. Donc on pourra avoir cette réalité virtuelle augmentée, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire, active, qui va exister grâce à la 5G. L'exemple le plus concret, c'est ce qu'on va appeler l'Internet tactile. On sera connecté, mais on pourra toucher. Qu'est-ce que ça veut dire toucher ? Le débit ayant augmenté, au lieu d'avoir des images en 2 dimensions, nous aurons des hologrammes. Et ces hologrammes, on pourra interagir avec, c'est-à-dire les faire bouger, voire même recevoir des sensations du toucher réel. On rajoute un de nos sens à la virtualisation. Et ça, c'est essentiel. Alors, je vais donner un exemple tout à fait vraiment basique qui pourrait arriver dans notre vie quotidienne. Quand on va faire du commerce en ligne, du shopping, on pourra imaginer avoir un produit, le faire bouger avec nos mains, interagir. Rien de tel que quand on va acheter des chaussures dans un magasin, de les prendre dans ses mains, de voir la texture, etc. C'est la sensation que va nous apporter la 5G dans cet Internet tactile. Après, il y a bien d'autres applications qui se rajoutent à cela. Les véhicules autonomes. Et je parle de ce qu'on appelle le niveau 5, complètement autonome. La fiabilité du réseau permettra à nos voitures de se conduire toutes seules, sans intervention, et surtout, ça va réduire le nombre d'accidents. On pense qu'au niveau mondial, le nombre de morts va être réduit de 1 million de personnes, mais c'est simplement le réseau 5G qui va éviter qu'il y ait 1 million de morts chaque année. Autre exemple, ce qu'on appelle la e-santé. Un chirurgien pourra opérer à distance. Alors, partant de là, on peut imaginer tout ce que l'on veut. La crise actuelle nous fait parler du télétravail. Mais je pense que même moi, je n'arrive pas à envisager les applications possibles, rendues possibles par le temps réel de 10 millisecondes et par des débits qui sont multipliés par 10 ou par 100 grâce à la 5G et sa qualité de communication. Le déploiement de la 5G a donc débuté en France et on entend déjà parler de la 6G. Vous m'en avez même parlé quand on a préparé cette interview. Quel portrait on est en mesure actuellement de brosser de cette future génération de technologies mobiles ? Alors quand une génération de téléphonie mobile devient accessible à tous, la 5G, c'est déjà que la future est dans les cartons. Donc la 6G a commencé à émerger il y a 1 an ou 2. Qu'est-ce que ça peut être la 6G quand on voit la 5G actuellement ? Je vous répondrai très simplement que les débits vont être multipliés par 10 ou par 100, que la qualité de la communication sera forcément encore optimisée, que le temps de latence qui était passé de 100 millisecondes à 10 millisecondes va naturellement descendre à 1 milliseconde. On ne sera plus dans un temps réel humain, on sera dans un temps réel machine cette fois. Et quand je parle de machine, je vais prononcer le gros mot qui va faire peur pour la 6G. Ce gros mot, c'est l'intelligence artificielle. On va avoir de l'intelligence artificielle localisée dans les réseaux. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus un réseau dirigé, je dirais même dirigiste, un peu comme des aiguillages, mais un réseau décentralisé
intelligent qui va rendre possible toutes ces spécifications. Et l'intelligence artificielle va être là auprès de chaque objet communicant pour venir optimiser son fonctionnement, ses ressources, afin d'augmenter les performances. Alors, ce mot intelligence artificielle, il peut faire peur. Et qu'est-ce que l'on va faire avec, je dirais, tout ce nouveau potentiel? Ce que l'on voit d'ici 10 ans, ce sont des robots intelligents qui vont agir en collectif. Alors, qu'est-ce qu'un robot intelligent? Ça va être un robot qui va nous remplacer au quotidien pour les tâches tout à fait classiques. On peut imaginer des robots humanoïdes ou non, ou des robots virtuels, mais qui vont faire les tâches basiques, qui sont toutefois complexes quand même, qui devront prendre des décisions ensemble de façon collective. Et cela va exiger de très grands débits de données. Je vais mettre un terme technique encore, 20 gigabits par seconde, c'est ce qui est envisagé, en local, c'est-à-dire sur des distances courtes, 100 mètres, 200 mètres, et organisé de façon opportuniste. C'est pour ça que l'intelligence artificielle sera extrêmement sollicitée dans ce réseau. Alors ça va provoquer encore une nouvelle révolution. La disparition d'emplois, malheureusement je dirais, mais ça va libérer aussi un potentiel humain pour faire bien d'autres choses. Je parle de loisirs, parce que quand on a du temps qui est dégagé, ça nous donne, nous humains, le plaisir d'apprécier ce temps libre, et voire même, on pourrait imaginer une humanité libérée de son seul fardeau, le travail. Donc voilà ce que la 6G pourrait provoquer. Pour la 6G, à votre avis, on part sur combien de temps à peu près? L'horizon 6G, il est très clair, la date, elle a été posée par l'Europe, c'est 2030. Et je crois que vous m'en avez également parlé quand on a préparé cette interview, que la France avait quand même, et l'Europe de façon générale, une volonté de se positionner en tant que leader. Alors l'Europe était leader sur la 2G, il faut le savoir. Le GSM est européen. Les Américains ont été leaders sur la 3G, ils n'ont pas apprécié de ne pas être leaders sur la 2G. La 4G, on va dire que c'est les Américains qui sont dans la continuité de la 3G, et c'est pour ça que les Chinois ont émergé avec la 5G. Et l'Europe a envie de retrouver de nouveau son leadership et se positionne comme vraiment leader en termes de recherche pour la 6G et venir donner la tonalité qui fera que ce réseau sera, je ne vais pas dire contrôlé, mais imaginé, conceptualisé. Ce qui va au-delà de la technique, c'est aussi dans ses principes démocratiques, respectueux, éthiques. L'éthique. Donc l'Europe investit sur ce que sera la 6G. Et ce que je peux vous dire, c'est que Bordeaux fait partie de cette aventure. Nous venons de recevoir la très bonne nouvelle que 2 projets seront financés sur cette thématique. Un projet national, ANR, et un projet européen que l'on appelle Horizon, H2020 Fait Open, le tout représentant une enveloppe de 4 millions d'euros pour imaginer justement l'électronique qui rendra possible cette 6G. On viendra faire ce mélange entre intelligence artificielle et surtout la technologie, le transistor, pour faire simple, c'est ça la technologie, le transistor, le circuit intégré qui rendra possible ces communications à l'horizon 2030. Donc c'est Bordeaux qui va participer à imaginer les technologies qui feront la 6G. Où en êtes-vous dans vos travaux de recherche à ce niveau-là? C'est justement les projets dont vous venez de parler? Exactement. Ces projets viennent formaliser les travaux que l'on va mener. Alors il faut savoir que les idées sont là, puisque les idées viennent progressivement au cours de la carrière d'un chercheur. Et je dirais que ces idées qui ont fait les projets 6G que l'on va développer, elles sont là depuis 10 ans déjà, où on vient proposer des ruptures technologiques que l'on a démontrées, alors très souvent en simulation, c'est du haut niveau de simulation, comme on dit dans notre jargon technique, que l'on a envie de traduire sur du bas niveau matériel. Et quand ça fonctionne sur la table, c'est qu'on va pouvoir en faire un produit. L'objet de ces projets, c'est de descendre à ce bas niveau matériel et de faire que ça fonctionne sur la table du laboratoire tout du moins, dans un premier temps, et après, qui est déjà une bonne étape. Et après sur la table de tout le monde. Donc ce sont les prochaines étapes pour vous et votre équipe à l'IMS, si je comprends bien. Exactement, nous avons reçu les financements pour 4 ans, donc nous savons que nous avons 4 ans pour travailler. Et dans cette perspective, je suis sûr que les 10 prochaines années seront largement occupées par ces travaux
et que nous aurons le plaisir d'accueillir des étudiants en thèse, des collègues comme ingénieurs et de continuer à partager notre savoir-faire au niveau international pour le rayonnement de Bordeaux INP, bien sûr, mais aussi du campus bordelais, de son laboratoire, le laboratoire IMS et ses partenaires industriels. Je veux bien sûr parler du ST Microelectronics. Je vous remercie d'avoir apporté aujourd'hui votre regard d'expert sur la question et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Je vous remercie Valérie. Les conversations de Bordeaux INP sont désormais disponibles sur toutes les plateformes de streaming.